Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'OVNI. Cette semaine, nous vous faisons découvrir en exclusivité 5 conférences qui se sont déroulées dans le cadre de l'événement Zero to One à Nantes les 28 et 29 janvier 2026. Grâce aux organisateurs, notamment H7 et Ici Lundi, nous avons la possibilité de vous faire découvrir des parcours inspirants de fondateurs, de fondatrices, de C-level, de corporate, d'entrepreneurs, bref, tous ceux qui ont effectué ce passage de 0 à 1. Rebonjour Zero to One. On est très heureux de recevoir aujourd'hui Marie Eklund, l'une des voix les plus influentes du capital risque en France. Marie est une entrepreneure et une investisseuse spécialisée dans le financement des startups. Ça tombe bien, c'est un peu le sujet de Zero to One. Elle a commencé sa carrière à New York chez JP Morgan avant de devenir une figure majeure de la French Tech. Chez Elia Partners, elle a notamment investi très tôt dans Criteo, un des plus grands succès français qui était notamment coté au Nasdaq. En 2012, elle cofonde France Digital, qui est partenaire aussi de cet événement, qui est une association qui rassemble les entrepreneurs et les investisseurs pour développer l'écosystème numérique en France. En 2015, tu cofondes Daphni, un fonds de capital risque innovant basé sur la communauté internationale d'experts. Aujourd'hui, donc Marie est fondatrice et présidente de 2050, un fonds d'investissement singulier, evergreen, on y reviendra, qui a pour mission de soutenir des innovations qui construisent un avenir durable en alliant performance économique, impact social et respect des limites planétaires. Elle a également été la première femme à présider le Conseil numérique en France. Voilà, pour la bio. Donc, super parcours, je suis un peu impressionné. Tu peux. Ouais. On a intitulé cet échange « Comment une vision long terme se construit dans un écosystème court-termiste ». Donc, je vous dis tout de suite, c'est le sujet du bac de philo en juin. Donc, voilà. Et on a qu'une demi-heure pour traiter ça. Quand tu regardes un peu le contexte actuel, géopolitique, écologique, technologique, qu'est-ce que ça change concrètement pour quelqu'un qui entreprend aujourd'hui en 2026 ? Qu'est-ce que ça change ? En fait, la question, c'est par rapport à quand ? Parce que, en fait, ça a beaucoup évolué. Moi, j'ai commencé ma carrière dans le capital risque en l'an 2000. Donc, si je fais par rapport à ce moment-là, évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont été construites sur la qualité de l'écosystème entrepreneurial français, du financement, etc. Mais si, je dirais que je me raccourcis sur les grands changements que moi j'ai vus, mettons, dans les 5 dernières années, je pense qu'aujourd'hui, quand j'avais monté France Digital, j'avais tendance à dire tout le temps, en fait, l'économie est soumise à une grande transformation qui est la transformation digitale et les entreprises qui apporteront les solutions à cette transformation-là seront les championnes de demain. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on finance les champions de demain. Aujourd'hui, je pense que cette phrase est partiellement vraie, puisqu'en réalité, si les entreprises aujourd'hui ne prennent pas en compte l'impact des limites planétaires sur la manière dont se développent, l'impact de la géopolitique sur la manière dont elles se développent, elles ne pourront pas être robustes, en fait. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement ? C'est que je pense qu'on n'a pas saisi la mesure de ces changements. Je pense que la transformation qu'on vit est une transformation durable, en plus d'être digitale. Et que typiquement, quand on prend ces 3 tensions un peu indépendamment les unes de l'autre, sur la question du franchissement des limites planétaires. En fait, le réel impact que ça a, c'est sur la rareté des ressources, par exemple. Donc, le type de ressources à partir desquelles on va construire des choses. Une des principales choses qui va impacter l'économie, c'est le fait qu'il y a 40% des besoins d'eau qui ne vont pas être satisfaits en 2030. Donc, c'est dans 4 ans. D'accord ? Donc, il y a un vrai sujet de prise en compte de comment est-ce que ça va jouer sur ma chaîne de production. Il y a beaucoup d'événements climatiques extrêmes et donc j'aime beaucoup citer pour qu'on réalise en fait que ça, c'est pas un problème de 2050, c'est déjà un problème qu'on doit avoir en tête quand on construit une entreprise aujourd'hui. L'exemple de la sécheresse à Taïwan en 2021, 2022, 2023. L'industrie automobile européenne est très dépendante de la fabrication des chipsets à Taïwan. Il n'y a que là-bas qu'on sait produire des chipsets qu'on utilise dans les voitures qu'on produit en Europe. Et il y a une sécheresse incroyable en 2021, 2022, 2023 qui a contracté parce qu'on ne pouvait pas avoir les chipsets à mettre dans les voitures. Donc, par nature, ça contracte la production de l'industrie automobile européenne. Ce qu'on ne sait pas ou qu'on sait peu, c'est que, en fait, cette contraction a eu lieu alors que le gouvernement taïwanais avait payé les producteurs de riz localement pour qu'ils n'utilisent pas l'eau, pour qu'ils le laissent à l'industrie des semi-conducteurs.
Donc, on est déjà dans un arbitrage de ressources naturelles pour permettre à certaines industries de continuer à produire de la manière dont elles le faisaient historiquement. Donc, c'est super important de comprendre que dans toutes les industries aujourd'hui, il y a la question de quel type de ressources, est-ce qu'on aura la même quantité et au même prix? Parce qu'il y a une variabilité des prix aussi. Quand les ressources deviennent rares, ça augmente les prix. Donc, quelle marge je peux escompter avoir dans le futur? Et est-ce qu'il y a une fiabilité de ma chaîne de production? Et ça, je pense que c'est un risque qui est complètement sous-évalué dans beaucoup d'entreprises et qu'il faut avoir en tête. Typiquement, quand on part sur l'IA à tout va, en fait, on consomme de l'eau pour produire les chipsets, on consomme de l'eau pour les data centers. Donc, il faut l'avoir en tête. Il y a une deuxième tension qui est la tension géopolitique. L'impact direct que ça a sur la manière dont on construit et dont on développe des entreprises, c'est qu'on doit sortir de cette logique de globalisation, de performance, à aller chercher le fournisseur parce qu'on crée des dépendances critiques, comme l'industrie automobile européenne avec Taïwan, en fait. Et le jour où ça casse, en fait, on met en péril tout son business. Donc, l'idée de penser plutôt un business robuste, donc en diversité des fournisseurs, en diversité des marchés adressés, parce que si on dépend complètement du marché états-unien et que d'un coup, il y a un tarif à 25%, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc, on a un vrai sujet de penser son business de manière robuste et pas en optimisant la performance en mode globalisé. Et puis après, il y a la partie accélération tech. Donc, je vais parler moins parce que je pense que vous l'avez plus en tête. Mais le paradoxe, c'est qu'on demande finalement à ces entrepreneurs d'avoir une vision à 10 ou 20 ans, tout en évoluant dans un système qui est très court-termiste, notamment sur la partie financement, où les fonds, ils ont 10 ans et puis il faut qu'il y ait un exit pour récupérer, voilà. Comment on fait pour pas se perdre entre ces deux horizons? Il y a une question qui est l'entreprise elle-même, c'est-à-dire que toutes les entreprises, en fait, ont des contraintes court terme qu'elles doivent gérer et pas perdre, je dirais, la mission long terme pour pas dévier. Donc typiquement, est-ce que Instagram, par exemple, à un moment donné, qui avait une vision de la vision historique initiale des fondateurs, elle a très certainement rien à voir avec ce qui est devenu l'entreprise aujourd'hui. Et je pense qu'il y a un moment où ça a dévié et ça a été attaqué la santé mentale des jeunes. Est-ce que ça, c'était voulu ou pas, en fait? Donc, cette question de comment on va régler des tensions court terme, qui devaient être des tensions financières, et cetera, à aller chercher, mais sans perdre, je dirais, la trajectoire long terme et la vision initiale de ce qu'on veut faire ensemble. Je pense que c'est un exercice qu'on doit avoir tout le temps en tête en tant que fondateur, qui est de reposer pourquoi est-ce qu'on est là, donc la vision long terme, et de se dire qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour continuer à rester sur la trajectoire. Donc nous, on a développé au sein de 2050 une méthodologie qu'on appelle la méthodologie d'alignement, qui sert justement à faire ça, qui est d'abord de se poser en disant où est-ce qu'on veut que l'entreprise soit à 10 ans sur toutes les dimensions, c'est-à-dire à la fois en termes d'équipe, en termes de business, en termes d'écosystème, la place dans l'écosystème, donc les relations avec les parties prenantes, etc., en termes d'impact social, en termes d'impact environnemental et quelle gouvernance on veut avoir pour tenir tout ça dans le temps. Et on pose ça. Et après, on backcast, c'est-à-dire qu'on dit si on veut être là à 10 ans, où est-ce qu'on veut être à 2 ans? Et aujourd'hui, quelles sont les tensions très court terme qui nous empêchent d'être à 2 ans là où on veut être? C'est open source, donc tu m'avais dit. C'est open source, c'est disponible sur le site project-align.org. Et donc, c'est la méthodologie d'alignement. Vous verrez, il y a plein de petites méthodes pour accompagner la réflexion, à justement poser une vision long terme de l'entreprise, poser la vision long terme aussi à titre perso de là où chacun veut être, parce que il n'y a pas forcément les fondateurs qui veulent être au même endroit et c'est important de dissocier ces réflexions-là. Et puis, il y a la question de l'analyse des tensions et de comment on construit un plan d'alignement qui permet de régler ça. Parce qu'une fois qu'on a identifié les tensions, déjà, on se rend compte d'un truc, c'est qu'on ne le fait pas souvent, de juste les lister, les expliciter. Et sincèrement, ça soulage, quoi. Donc, 30% du boulot, c'est juste de se dire, est-ce qu'on est d'accord sur c'est ça les problèmes qu'on a à résoudre maintenant? C'est ça l'objectif qu'on veut atteindre long terme et donc à 2-3 ans, c'est là où on veut être. Et comment on crée un plan annuel, donc ça se traduit dans les OKR, quoi, qui permet de traiter les tensions, apporter les solutions qui nous paraissent les meilleures, mais sans perdre sa trajectoire. Après, la question que tu poses aussi, c'est la finance et comment ça vient perturber ce joli schéma dont je viens de parler. Tu l'as dit en intro, nous, on a fait un fonds Evergreen parce que je pense que c'est un désalignement majeur, le fait de pousser
la liquidité auprès des fondateurs sur des modèles où on n'a pas le choix en fait, parce que c'est ce qu'on a vendu à nos propres investisseurs. Et donc je pense que pour accompagner cette transformation durable, on doit penser des nouveaux produits financiers. Et c'est pour ça que c'est ce que nous on a fait en fait. En préparant vendredi dernier, tu m'as dit qu'il faut repenser une partie de ce qu'on a appris sur notamment l'hypercroissance, sur le growth à tout prix, sur le fameux Zero to One aussi de Peter Thiel, parce que le bouquin il est sorti il y a 12 ans. Et voilà, toutes ces choses-là qu'on a vachement fantasmées finalement. Qu'est-ce qui fonctionne plus aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut qu'on désapprendre ou réapprendre finalement? Typiquement, c'est dans les mots qu'on dit, quoi. Hypercroissance à tout prix. Ça veut dire qu'on a un coût qui est associé. Et ce coût, il est souvent environnemental et social, en fait. C'est la même chose que move fast and break things. Et le problème qu'on a, et je parle je veux dire, c'est la manière dont la finance fonctionne aussi, c'est que et notre écosystème, on regarde les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, c'est ce qui a marché dans le passé. Marcher, ça veut dire gagner beaucoup d'argent. Et donc, on prend des décisions typiquement en finance en regardant ce qui a gagné le plus d'argent et en reproduisant ça dans le futur. Et souvent, ce qui a été le plus profitable financièrement, c'est potentiellement ce qui a été le plus prédateur en termes social et environnemental. Donc, non seulement on reproduit le passé et les problèmes qui vont avec, mais on accélère. Voilà. Donc, le vrai truc, moi, je pense que le paradigme mental a changé, c'est vraiment d'arrêter de regarder le passé, en fait. Faut regarder le futur. Faut se dire, je veux contribuer à quoi? C'est pour ça qu'on s'appelle 2050 et qu'on s'est dit, nous, on a commencé par accepter le fait que quand on investit, c'est pas du tout une prédiction. C'est pas un pari à Las Vegas où on met des sous dans une machine à sous et on voit si on gagne ou pas, en fait. C'est de l'énergie, l'argent. Donc, si tu mets beaucoup d'argent pour aller dans une direction, il y a beaucoup plus de chances que le monde il aille par là que si on met beaucoup d'argent pour aller par là. Donc, c'est autoréalisateur. Donc, la vraie question, moi, je trouve qu'on doit se poser en tant qu'investisseur, c'est à quoi est-ce qu'on veut contribuer? Quel est le monde qu'on veut contribuer à façonner dans 5, 10, 15, 20 ans et dans lequel on veut vivre, dans lequel on veut que nos enfants vivent, les gens qu'on aime vivent, etc. Et c'est pour ça qu'on s'appelle 2050 et qu'on a commencé l'acte fondateur de 2050, c'est de poser un cap, de dire nous, on veut façonner un futur fertile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde mange et mange de manière saine, qu'on peut habiter la terre et produire de manière durable, qu'on peut prendre soin de sa santé au quotidien, santé mentale, santé physique, etc., qu'on peut faire évoluer les modèles éducatifs et culturels pour que chacun puisse contribuer à ce futur fertile et qu'ensuite on puisse restaurer la confiance au cœur des économies et au cœur de la société, en fait. Et ça, c'est notre cap. Donc, on a notre boussole, en fait. Et après, on prend des décisions autrement. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de la reproduction de patterns, on va comprendre par la science, donc les choses qui nous confortent dans nos décisions d'investissement au-delà de l'analyse classique d'une entreprise, etc., pour comprendre est-ce que ça va résoudre un problème fondamental qui va nous permettre de faire émerger ce futur qu'on a dessiné. C'est de partir de ce que la science dit être les plus gros problèmes qu'on doit résoudre et de financer les solutions qui sont le plus probables, en fait, celles dont on pense que c'est les meilleures pour nous permettre d'y arriver en matchant ça avec les opportunités économiques. Donc, on doit changer la manière dont on prend les décisions, en fait. Tu expliques aussi que ce sont pas seulement les investisseurs qui choisissent ces entrepreneurs, mais que les entrepreneurs qui se présentent à toi changent aussi selon les sujets que tu portes. Qu'est-ce que tu observes aujourd'hui dans les profils d'entrepreneurs que tu accompagnes et comment aussi vous devez adapter votre accompagnement par rapport à ces différents profils, les 2 profils que tu as cités? Oui, alors, vous allez m'excuser parce que je suis une matheuse, donc j'ai une tendance à modéliser, mais les modèles sont par nature imparfaits. Il y a beaucoup plus de nuances dans la vraie vie que dans les modèles, hein. Donc, je veux pas, c'est aussi de manière à simplifier, je dirais. La première chose, c'est que nous, on est un fonds, je dirais on a juste des thématiques, on va chercher les meilleures solutions et les meilleures entreprises qui répondent à ces besoins-là. Donc, on a une approche qui est proactive dans la génération du deal flow. On va chercher des entreprises qui résolvent des problématiques qu'on a identifiées, nous.
Et en fait, en faisant ça et en construisant un portefeuille, on se rend compte aujourd'hui qu'on a 42% de nos CEOs qui sont des femmes. Voilà. Donc, Mais comment vous le faites? voilà. En fait, je pense que sur nos sujets, en tout cas, il y a beaucoup plus de femmes entrepreneurs que ce que j'ai pu vivre moi dans le passé. Bon, après, je ne sais pas si on est statistique ou pas, mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on a vu sur notre portefeuille. Et la deuxième chose, donc sur ma modélisation un peu rapide, il y a, je dirais, 2 types un peu de profils qu'on a dans le portefeuille. Il y a soit des entrepreneurs qui viennent du monde de la tech, qui sont souvent des serial entrepreneurs ou alors qui ont réussi déjà et qui se disent j'ai compris en fait les problèmes que le monde rencontrait et je veux mettre mon énergie maintenant au service de la résolution de ces problèmes-là. Et eux, en fait, le meilleur accompagnement qu'on puisse leur faire, c'est de les accompagner dans l'alignement, justement. C'est-à-dire souvent, ils savent hyperscale, mais ils savent hyperscale à tout prix. Et donc, leur offrir les outils pour réaligner, en fait, en se disant, faut pas oublier là-dedans la mission, l'impact environnemental, social, et voilà les outils qu'on peut mettre à ta disposition pour y arriver. C'est ça le meilleur accompagnement qu'on puisse faire. Et l'autre cas de figure, c'est souvent des entrepreneurs qui viennent plutôt du monde de l'impact, on va dire, et qui, eux, ont plutôt évolué dans un monde qui est étriqué, ou enfin, en tout cas, où là, la difficulté, c'est plutôt de leur apprendre à scaler. Parce que même des fois, ils ont peur de ça, parce qu'ils ont peur de perdre leur impact en scalant. Et donc, de vraiment s'assurer que le modèle économique, il est aligné entre performance économique et performance environnementale et sociale, par exemple, pour leur montrer que s'ils scalent, en fait, plus ils scalent, plus ils auront d'impact. Donc, de reposer vraiment toutes ces bases pour être sûr qu'en réalité, on a tous intérêt à ce que l'entreprise grandisse, parce qu'elle aura elle va pas perdre son âne, elle va aller jusqu'au bout de sa mission et elle aura un impact environnemental et social et financier qui iront ensemble, quoi. Tout à l'heure, on parlait de l'impact peut-être des ETI, des PME, des entreprises familiales, un peu dans cette transformation. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ils peuvent jouer un rôle là-dedans et notamment dans le financement? Oui, en fait, une des choses que j'ai pas encore dites, c'est que dans l'idée de transformation digitale versus durable, il y a des caractéristiques qui sont très différentes. Moi, ce que j'ai vécu dans le digital, c'est que c'est vraiment une logique de disruption. C'est-à-dire qu'on va aller prendre la place d'un acteur en améliorant les performances en interne parce qu'on va mieux utiliser la technologie pour être plus productif, s'outiller, etc. Ou alors, on va aller directement voir les consommateurs et les clients. Donc, on va supprimer, enfin, être en réintermédiaire de manière plus efficiente. Donc, en fait, on prend la place. Il y a un côté disruption. Dans le durable, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'on dépend de est-ce que nos fournisseurs, ils vont eux aussi changer? Est-ce que je peux avoir accès à de l'énergie verte? Est-ce que je peux avoir accès à des matériaux qui sont résilients dans le temps? Est-ce que mes clients, ils vont bien recycler nos matériaux? Donc, c'est une logique de chaîne de valeur. Donc, on doit penser la bascule de la chaîne ensemble. Et donc, je vais vous donner un exemple et du coup, par l'exemple, je vais répondre à ta question ensuite sur le rôle des ETI et des familles de manière générale. On a investi dans une boîte qui s'appelle Pebble, qui est basée à Stockholm. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que il y a une propriété naturelle des on ne sait pas, enfin moi je ne savais pas avant de creuser le sujet, qu'il y a à peu près 10% de la captation du CO2 dans le monde qui se fait par l'absorption des roches minérales. Donc c'est 80% du manteau terrestre, c'est des roches comme l'olivine ou le basalte, et c'est juste le contact avec l'air où le CO2 se transforme en CO3, il se minéralise, c'est pour ça qu'elle s'appelle minérale, et ça transforme la composition de la roche. Et en fait, en faisant ça dans un procédé industriel, ce qu'ils arrivent à faire, donc on prend ces roches, on les broie, on prend des déchets de CO2 industriels et on a notre petit procédé industriel de transformation. Et en bout de chaîne, on a un matériau qui vient remplacer la pierre ponce dans la fabrication du ciment. Donc en bout de chaîne, on a du ciment qui stocke du CO2 au lieu d'en émettre dans le procédé de fabrication. D'accord? Sauf que eux, ils fournissent le matériau
qui compose à peu près 40% du ciment. Et c'est une chaîne de valeur où il y a quand même des gros acteurs, où il y a plein de différents types. Donc, ce qu'on a fait au moment où on a cherché le financement du Series A, parce que quand on a fait cette petite méthode d'alignement en se disant si on veut aller jusqu'au bout de l'ambition, il va falloir créer des usines. Pour financer la première usine, va aller faire des banquiers. Ils vont nous dire quoi? Ils sont où les données de l'usine d'avant? On va dire, il n'y a pas d'usine d'avant. Donc, ils vont nous dire, OK, mais donc, est-ce que vous avez des clients qui se sont committés, à préacheter déjà la production de la première usine de manière à ce qu'on puisse prendre, nous, le risque financier parce que c'est dérisqué commercialement? Et on s'est dit, bon, bah, du coup, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que dès maintenant, dès le Series A, on va dédier 50% du tour de table à aller chercher les acteurs de la chaîne de valeur pour investir avec nous et après pouvoir créer ces partenariats commerciaux qui vont permettre de dérisquer et faire venir les banquiers pour le financement de la première usine. Donc, on a fait investir Holcim, qui est le premier cimentier européen. On a fait investir la famille Goldbeck, qui est une ETI familiale qui fait du moulage du ciment en Allemagne. Et on a fait investir Amazon Climate Pledge, qui s'est committé à utiliser le matériau Pebble pour construire des data centers en Europe. D'accord? Donc, et grâce à ça, on est maintenant Series B et on a déployé le matériau Pebble dans 2 data centers d'Amazon, fait plein de projets pilotes avec Holcim, obtenu de la certification de nouveaux types de matériaux cementitious grâce à Holcim qui pilote le groupe sur la certification à la Commission européenne. Donc, on a fait toutes ces alliances stratégiques-là. Et Goldbeck, au milieu, c'est eux qui font tout le moulage, etc. Et ce sont des investisseurs de long terme. Et en fait, souvent, ce qui est intéressant avec les ETI familiales et les familles de manière générale, c'est qu'il y a encore un circuit de décision et une vision de long terme qui permet de prendre ce type de décision par rapport à des boîtes cotées qui sont très poussées par leurs actionnaires pour réfléchir court terme. Et donc, ce dont on se rend compte, c'est que dans cette logique d'aligner les filières et d'aller créer ces partenariats stratégiques, c'est beaucoup plus facile, ou en tout cas, il y a une discussion stratégique qui est souvent plus fluide parce qu'ils ont déjà une vision long terme, ils ont une vision de transmission générationnelle et ils ont la capacité encore à prendre des risques et des décisions stratégiques en plus centralisées, on va dire. Moi, je dis souvent que pour prolonger que la France, c'est pas une startup nation, mais c'est une ETI nation ou une PME nation. Des boîtes du CAC 40, il y en a que 40. Et les ETI, il y en a plus de 6 000, 7 000 en France. Donc, c'est un terrain de jeu qui est assez incroyable. Pour continuer à illustrer un peu ce que fait 2050, est-ce que tu peux nous donner d'autres projets dans lesquels vous avez investi? Tu nous as parlé notamment d'un projet, d'un profil assez dingue dans les îles Féroé. Est-ce que tu peux détailler un peu ça? Ouais, et là aussi, c'est aussi une histoire de chaîne de valeur. Donc, nous, on part, je vous l'ai dit, on part du principe qu'il faut comprendre ce que la science dit être les sujets prioritaires. Et donc, on a commencé notre stratégie d'investissement sur tous les sujets environnementaux en co-écrivant un cours avec l'Université Paris-Dauphine sur ça, donc en creusant le cycle du carbone, en creusant la perte de biodiversité, ce que ça veut dire, en creusant ensuite les scénarios du GIEC. En fait, comment on se projette là-dedans, c'est concrètement l'histoire de l'énergie et les sciences sociales derrière tout ça. Et on en a tiré notre stratégie d'investissement. En faisant ça, globalement, on se rend compte qu'il faut faire 4 choses. La première chose, c'est que les gens comprennent ce qui se passe. D'où nous toute l'initiative qu'on a sur la diffusion de ces communs. Donc, ce cours qu'on a fait avec l'Université Paris-Dauphine, il est en licence libre, il est accessible à tout le monde. On veut diffuser, en fait, que les gens comprennent. La deuxième couche, c'est les données. En fait, les entreprises ne peuvent faire bouger leur empreinte environnementale ou sociale et s'adapter en fait à la compréhension de leur chaîne de valeur, comprendre leurs risques, etc. que si elles ont des données en fait, si derrière elles ont des logiciels de Planet Intelligence ou qui leur permettent de comprendre et de proposer des plans de réduction et ensuite de mesurer l'impact de ça. Donc on a aussi investi dans des boîtes comme Sweep qui permettent de faire ça ou Climate View sur les villes. Et la troisième couche, en fait, c'est que quel que soit
les différents types de scénarios parce que une chose là aussi que j'ai découverte en faisant ce cours-là, c'est que en réalité, il y a 2 leviers d'action sur le réchauffement climatique et les changements climatiques. Il y a un premier qu'on connaît tous, qui est la réduction des émissions. Il y a un deuxième qui est beaucoup moins connu, qui est qu'on doit restaurer les capacités de la nature à absorber le CO2. D'accord? Il y a 4 puits de carbone naturels. Il y a les sols, il y a les océans, il y a les forêts et il y a donc ces fameuses roches minérales dont j'ignorais l'existence, en tout cas la propriété avant de faire ce cours. Et en fait, donc la dernière chose, c'est la réduction des émissions. Mais l'augmentation de la capacité de la nature à absorber le CO2 est beaucoup plus efficiente que la réduction des émissions. C'est-à-dire que dans tous les scénarios scientifiques, si on réduit drastiquement les émissions, mais qu'en revanche on a cassé la nature, on est beaucoup plus mal que si on a moins réduit, mais qu'on a laissé et augmenté les capacités de la nature à absorber notre activité humaine. Parce que c'est ça qui crée l'équilibre planétaire, en réalité. Et c'est très simple à comprendre. Si on prend juste l'exemple des sols, on se rend compte que l'agriculture régénératrice, bien non seulement ça va augmenter les capacités du sol à stocker du nouveau CO2 dans les années qui viennent, mais en plus, ça ne relâche pas le CO2 que le sol détient depuis des millénaires, alors que si on artificialisait, on relâcherait ce qu'on a déjà émis et qui aujourd'hui n'est pas dans l'atmosphère. Et en plus, on vient en substitution de choses qui sont très émettrices, comme des produits, des engrais chimiques qui sont très émetteurs de CO2 dans leur processus de fabrication. Donc ce triple effet qui se coule, en fait, on voit que la science dit c'est là où il faut agir en premier. Donc c'est pour ça qu'après, on a creusé particulièrement les sujets d'agriculture régénératrice et des océans. Et donc les océans, c'est complètement méconnu. On ne se rend pas compte de l'importance des océans, à la fois dans la capacité à faire en sorte qu'on puisse vivre sur cette planète. Il y a une respiration sur 2, ça vient de l'océan. Ça produit l'oxygène, en fait. Il y a 30% du CO2 capté, c'est les océans. Et il y a 3,3 milliards de personnes qui dépendent des océans pour manger. Voilà. Et aujourd'hui, tout ça, c'est complètement à risque avec l'augmentation de la température et de l'acidité, parce qu'on émet trop. Et parce que les océans, c'est ce qui absorbe la chaleur, en fait. 90% de la chaleur produite est absorbée par les océans. Et c'est aussi un impensé économique. On ne réalise pas à quel point nos industries et nos économies dépendent des océans. Donc, il y a une étude incroyable du WWF et de Métabolique et de Aura, qui est une des grandes ONG américaines sur le sujet, qui montre que tu as 8,5 trillions de dollars à risque dans les 10 prochaines années si on ne fait rien sur les océans en valeur économique de perte, sans parler des opportunités. Voilà. Et c'est 2/3 des sociétés cotées qui ont une perte de valeur associée. Donc, la valeur à risque aujourd'hui de ne rien faire sur les océans, c'est pas uniquement on perd des opportunités, c'est qu'en fait, c'est énorme ce qu'on va perdre d'un point de vue économique. Et ils ont pricé le fait que si on agissait, on serait plutôt à 3 trillions. Et donc, en prenant tout ça, nous, on a regardé les différentes besoins scientifiques, opportunités économiques. Il faut restaurer des capacités à restocker du CO2 dans les océans, d'où le fait de planter des algues, ça fonctionne en fait. Et puis aussi dans les sols. Donc on a financé une boîte dans les îles Féroé qui s'appelle Ocean Rainforest. Et c'est comme c'est un écosystème extrêmement immature, les océans, sur lequel il n'y a pas de crédit carbone, de marché crédit carbone qui fonctionne, il n'y a pas de crédit biodive, donc tu n'as pas les doubles modèles économiques comme ce qu'on peut avoir sur Pebble, où le ciment, ça fonctionne économiquement au début parce qu'on est payé à la fois pour stocker le CO2 et puis pour vendre le matériau. Dans les océans, il n'y a pas. Donc, c'est une boîte qui s'est développée pendant 10 ans, notamment à base de subventions et de philanthropie. Donc, on pense blended finance quand on regarde sur les océans et de près, et qui cultive des macroalgues et en fait des biostimulants et fongicides, donc qui viennent remplacer des engrais chimiques. On peut remplacer à peu près 30% de ça dans les sols. Et donc, ça crée des boucles vertueuses, puisque tu vas créer des écosystèmes où, évidemment, on ne cultive pas toutes les algues tout le temps, donc tu as toujours un restockage qui se fait. Et puis, on va transformer ces algues-là en biostimulants et fongicides qui vont renourrir les sols et faciliter la bascule en agriculture régénératrice et ensuite nous redescendre dans les océans en nutriments. Donc, on crée ces boucles vertueuses. Rapidement, parce qu'il ne reste plus qu'1 minute 30. 2 questions. En 2050 sera un succès s'il se passe quoi?
Si on s'est passé s'appelle quoi? plus 2050. En 2080? pardon? 2080? 10 000 ou si on n'a même plus besoin d'exister, mais 2050 sera un succès, c'est quoi? Alors il y a une chose dont j'ai pas parlé et je pense que c'est intéressant parce que pour le coup, ça a été constitué dès le départ. En fait, au moment de constituer 2050, hem, il y a une chose qui était extrêmement importante pour moi, c'est que quand je serai pas là, l'entreprise reste alignée. Donc de penser après 2050, ce sera sans moi, enfin j'aurai 75 ans, j'espère bien que je serai plus là, quoi. Et donc qu'est-ce qui se passe en succession? Parce que c'est souvent un problème dans ces métiers de capital risque, parce que c'est des sociétés de gestion, c'est très lié à l'actionnariat, il y a des problèmes de succession difficiles. Et du coup et puis ça peut bouger en mission et moi je voulais que la mission, elle reste, sécurisée, on va dire. Et donc au moment de monter 2050, j'ai donné l'intégralité de mes actions à un fonds de pérennité qui va être garant du maintien de l'émission dans le temps. Donc j'espère que la mission restera et sera portée par bien d'autres gens que moi, plus tard. OK. Une dernière question rapide pour finir, très Startup Nation. Si tu avais un seul conseil pour un wannabe entrepreneur qui veut monter une boîte future-proof en 2026, ça serait quoi? D'intégrer ces 3 tensions. Les 3 tensions, sur les limites planétaires, sur, la géopolitique et sur, l'accélération tech, mais surtout de se poser la question: «Qu'est-ce que je veux construire vraiment et comment je me donne les moyens d'y aller?» et d'intégrer cette boucle de décision qui part de là où on veut aller et qui regarde pas trop le passé et qui après invente des nouvelles manières d'y arriver. Merci beaucoup Marie pour cette masterclass. Merci. Allez, on peut l'applaudir.